Après avoir abordé les questions européennes, nous allons aboutir à la France et au chantier de la laïcité et de l'égalité en France. Ils sont nombreux, nous n'allons bien sûr pas avoir forcément la possibilité de tous les évoquer, mais nous allons en évoquer un certain nombre, en essayant d'être aussi pragmatique et aussi proche du concret et du terrain que possible. Et nous avons donc invité plusieurs personnalités présentes que je vais présenter peut-être une à une au fur et à mesure que je vais leur demander d'intervenir. Madame Eliachev, je vais commencer par vous, si vous voulez bien. Caroline Eliachev, vous êtes psychanalyste et pédopsychiatre. J'ai envie de dire, vous êtes tombée toute petite dans le cinéma et la littérature. Et vous présidez aujourd'hui la cause des bébés. Je ne veux pas m'étendre sur votre famille, mais disons que ça faisait partie de votre héritage. Vous tenez aujourd'hui une chronique le mercredi dans les matins de France Culture, donc on a l'occasion de vous entendre très régulièrement. Vous avez été scénariste et vous avez travaillé avec Claude Chabrol. Vous avez écrit un grand nombre de livres sur le développement psychologique de l'enfant, du bébé à l'adolescent, ou de certaines pathologies comme l'anorexie. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, comme description. En 2013, vous avez publié « Comment le voile est tombé sur la crèche, les vrais enjeux de l'affaire Babylou ». Après avoir suivi de très près l'action de cette crèche exemplaire, qui a été pour notre société un révélateur d'une conception de l'éducation des jeunes enfants qui est assez inégalement partagée dans notre pays, au moins par on va dire certains responsables politiques, notamment de la région, mais la population est beaucoup plus unanime sur la volonté de neutralité dans l'éducation des jeunes enfants. Et je crois que vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette affaire et ce qu'elle a révélé de notre société. Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation. Vous aurez remarqué que nous sommes passés du monde à l'Europe, à la France et à Chanteloup-les-Vignes. Voilà. Donc, comme je parle en principe de ce que je connais, là on va parler de Chanteloup-les-Vignes, c'est-à-dire d'une petite ville des Yvelines. En réalité, vous n'auriez jamais dû en entendre parler. En fait, on avait entendu parler dans les revues qui s'occupent des enfants ou les revues féminines de Natalia Baleato, car c'était une femme un peu exceptionnelle, mais l'affaire Babylou aurait pu ne pas éclater. Alors, comment aurait-elle pu ne pas éclater? Il y avait plusieurs possibilités. Donc, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au courant, donc il s'agit donc, pour le dire très brièvement, de l'ex-directrice adjointe de la crèche qui, après un congé parental de 5 ans, décide de revenir travailler, enfin doit revenir travailler plutôt, et demande de porter le voile à l'intérieur de la crèche. Qu'aurait-il pu se passer? Elle aurait pu enlever son voile. D'autres l'avaient fait. Elle n'était pas la première à demander à venir porter le voile à l'intérieur de la crèche, et d'autres soit sont partis, soit ont accepté d'enlever leur voile. Dans ce cas, vous n'en auriez pas entendu parler. La crèche, de son côté, et ça lui a été reproché, aurait pu accepter la demande de rupture conventionnelle de contrat assortie d'une somme de 12 000 euros. La crèche ne l'a pas fait, d'abord parce qu'elle n'avait pas les 12 000 euros, mais ce n'est pas la seule raison, c'est parce qu'une rupture conventionnelle de contrat implique que la personne... D'abord, c'est une disposition récente, ce qui n'est pas une raison, mais cette disposition récente implique que la personne qui demande la rupture conventionnelle de contrat ait un projet à proposer, et la rupture doit être acceptée des deux côtés. D'une part, l'ex-directrice adjointe n'avait pas de projet, et d'autre part, la crèche avait absolument besoin de ce poste, non pas comme je l'ai entendu la semaine dernière dans l'émission de Finkielkraut, parce qu'elle avait le couteau sous la gorge, mais parce qu'un certain nombre d'enfants
attendait le retour de cette personne pour pouvoir intégrer la crèche, ce qui est quand même une façon un petit peu différente de présenter les choses. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas, une crèche a le droit d'accueillir un certain nombre d'enfants sous réserve qu'elle ait le personnel adéquat. Si le personnel diminue, le nombre d'enfants accueillis diminue. Voilà. Donc, si voilà, certaines de ces conditions avaient été remplies, vous n'auriez jamais entendu parler de cette histoire. En fait, vous en avez entendu parler de deux façons, soit en suivant l'épisode juridique. Cet épisode juridique, bon, on peut le rappeler, mais je ne vais pas le faire pour ne pas prendre trop de temps. Il est révélateur du fait que la justice n'a pas une attitude commune, c'est-à-dire que selon qu'on passe d'une instance à l'autre, les décisions sont différentes pour des motifs différents. Et que certaines instances ont le souci du respect strict du droit sans se soucier des conséquences de ce respect strict du droit. Et donc nous en arrivons maintenant au stade où où l'affaire va être à nouveau jugée, probablement en 2014, par la Cour de cassation en séance plénière. Donc nous attendons maintenant ce qu'il va se passer. Et donc, s'agit-il d'un simple conflit du travail? À l'évidence, non. Il s'agit de bien d'autres choses. Alors, on peut raconter l'histoire de Babylou, non pas en vous décrivant toutes les péripéties juridiques, on peut vous le raconter d'une autre façon. Et c'est personnellement ce que j'ai essayé de faire, parce que c'était plutôt de ma compétence, c'était de le raconter du point de vue des enfants. Que se passe-t-il du point de vue des enfants, qui sont quand même, il faut le rappeler, les héros silencieux et les victimes oubliées de cette histoire? Alors, qui sont ces enfants? Environ 200 à 400 par an, 50 nationalités différentes, accueillis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dois vous dire que, personnellement, quand j'ai vu une crèche qui accueille les enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ma première réaction, ça n'a pas été de dire c'est formidable. Ma première réaction, ça a plutôt été de dire mais qu'est-ce qu'ils font 24 heures sur 24 à la crèche, 7 jours sur 7, voilà. Et donc, j'ai fait la connaissance de Natalia Baleato et je suis allée voir ce qui se passait parce que ça ne me paraissait justement pas quelque chose de formidable. Voilà. Formidable pour les parents qui pouvaient y mettre leurs enfants, pas forcément formidable pour les enfants. Et donc, ce qu'a fait Natalia Baleato et son équipe, c'était justement de rendre cette crèche formidable pour les enfants, ce qui n'est pas une mince affaire. D'abord, il s'agit d'une population où la majorité des enfants vivent seuls avec leur mère. Les papas, on ne les voit pas beaucoup. Ou alors, quand ce sont des hommes seuls, car quand même ça arrive aussi, ce sont des personnes qui travaillent, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, en horaire décalé ou de façon extrêmement précaire, ce qui rend absolument impossible d'abord de travailler, parce que justement, il n'y a pas d'institution qui accueille les enfants dans ces conditions. Donc, les femmes qui ont imaginé cette crèche étaient majoritairement d'origine musulmane, sauf Natalia Baleato, qui était la seule qui n'était à l'origine, qui n'était pas de confession musulmane. Et ce sont elles qui ont élaboré ce règlement intérieur dès l'origine, où elles ont dit, pour que tous les enfants soient accueillis de la même façon, eh bien, on met de côté les signes religieux ou les signes d'appartenance politique. Bien. Il faut dire qu'à l'époque, certes, elles l'ont fait, mais c'était relativement facile parce qu'aucune femme à l'époque ne portait le voile dans la ville de Chanteloup-les-Vignes et elles étaient toutes absolument d'accord avec ça. Alors, l'une d'elles, enfin, j'ai essayé de décrire dans ce livre le parcours de la fameuse Fatima Afif, parce qu'elle est tout à fait caractéristique de ce qui s'est passé dans la ville. Ce n'était pas pour la mettre en avant, elle particulièrement, mais c'était pour montrer ce qui s'est passé dans cette ville. Cette femme n'avait jamais porté le voile. Elle est arrivée en France à l'âge de 3 ans. Sa mère est morte très rapidement. Elle a élevé ses frères et sœurs, ses nombreux frères et sœurs, a arrêté l'école en classe de 5e.
s'est mise à trouver des petits boulots. À 20 ans, elle se marie, elle a son premier enfant, elle habite chez sa belle-mère, elle veut trouver un logement pour elle. Elle n'a pas d'argent et donc il faut travailler. Elle met son enfant, elle ne trouve pas de travail parce qu'elle n'a aucune qualification. Elle sait très bien parler français, elle ne sait pas l'écrire. Et voilà, Natalia Baleato la repère, c'est une forte gueule, etc., etc. Je vous la fais brève. Elle acquiert une qualification, elle est à bac.5, elle arrive à bac+2, et elle commence à travailler à temps plein, ses enfants étant par ailleurs gardés à la crèche. Et puis la situation se retourne. Elle porte le voile à l'extérieur, ce qui ne pose aucun problème et n'a jamais posé aucun problème. Quand elle sort, elle porte le voile. Quand elle arrive, et puis elle commence à oublier, etc., etc. Je précise qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. D'autres personnes tentent comme ça, font des petits essais. Natalia Baleato est assez raide sur le sujet, et jusqu'à ce que on en arrive au conflit. Bien. Cette évolution, c'est le reflet de l'évolution de la ville. Il n'y avait pas une femme voilée à Chanteloup-les-Vignes. Quand vous y allez maintenant, vous êtes quand même un peu saisi. Moi, je reviens d'Oman, du sultanat d'Oman, où toutes les femmes sont voilées et tous les hommes sont en blanc. Mais à Chanteloup-les-Vignes, vous avez plus l'impression d'être à Oman que d'être en banlieue parisienne. Il faut quand même le reconnaître, y compris qu'on voit des femmes en burqa, ce qui n'est pas le cas dans le sultanat d'Oman, je le précise. Voilà, donc il y a une islamisation très nette de la ville. Par quoi passe-t-elle? Elle passe par un prosélytisme religieux qui est insidieux, qui est agressif et qui, comme partout dans le monde, passe par les femmes et les enfants. Si les femmes n'y adhèrent pas, ça ne marche pas. Et l'éducation des enfants est évidemment un enjeu majeur. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème pour les enfants? Le personnel d'une crèche, cette crèche c'est aussi un relais familial. Je précise que cette crèche peut accueillir des enfants jusqu'à 12 ans quand c'est en urgence. Donc on n'est plus chez les bébés, là il s'agit d'enfants qui peuvent être âgés quand ils sont les frères et sœurs d'enfants accueillis à la crèche. Une crèche, elle a une mission éducative et elle a un projet pédagogique. Et une personne, et ça je ne l'avais pas compris avant d'y aller et de voir ce qui se passait. Une personne qui n'accepte pas de retirer des signes qu'elle considère comme des signes religieux en venant travailler dans une crèche, elle importe avec elle un projet pédagogique. Ce n'est pas une personne qui travaille dans un bureau, qui fait du secrétariat et qui n'a pas de relation avec les enfants. Quand une personne voilée travaille avec les enfants dans une crèche, c'est-à-dire un lieu d'accueil collectif, elle importe son projet pédagogique. Quel est ce projet pédagogique? Il concerne les enfants musulmans, pas les autres. Les autres, ça lui est égal. Ces enfants musulmans doivent être élevés pour devenir des bons musulmans. Et ça a des conséquences en pratique. Ça a des conséquences évidemment sur la nourriture, ça a des conséquences sur la mixité, ça a des conséquences sur les jeux, ça a des conséquences sur sur tout ce qu'on dit aux enfants. Et donc dire qu'une femme qui revient voilée, il n'y a absolument pas de prosélytisme, c'est totalement faux. C'est un prosélytisme en acte, ça n'est pas un prosélytisme en parole, c'est un prosélytisme il n'est pas du tout insidieux, il est déclaré. Voilà. Et quand on nous dit mais ça n'a aucune importance qu'une personne s'occupe de petits enfants voilés parce qu'elle fait son métier comme les autres, eh bien ce n'est pas vrai. Elle ne fait pas son métier comme les autres et le port du voile n'est pas une affaire vestimentaire anecdotique dont les enfants devraient s'accommoder. Il témoigne d'un prosélytisme. Bien. Alors, ce prosélytisme, enfin, ça a une importance aussi pour les parents. Qu'est-ce qu'une bonne crèche pour des parents? C'est une crèche où ils peuvent avoir confiance et où ils sont assurés qu'on ne va pas prendre le pas sur l'éducation qu'ils veulent donner, à leurs enfants. À partir du moment où il y a rupture, eh bien, ça ne peut plus être une bonne crèche pour les parents et pour les enfants. Voilà.
Vous savez que le résultat est absolument catastrophique puisque la crèche a fermé et a les plus grandes difficultés à rouvrir ailleurs, c'est-à-dire à Conflans-Sainte-Honorine qui est juste à côté. Bon, j'insisterai pas sur les difficultés que ça représente. Je voudrais vous dire un mot de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. J'avais assisté au procès et je dois dire que quand j'ai écouté le procureur, mon livre sortait le même jour et je me suis dit c'est formidable parce qu'il a lu mon livre. Alors, je vous le dis en toute modestie parce qu'à l'évidence il n'avait pas lu mon livre. Mais le procureur Faletti, qui a fait vraiment quelque chose de formidable, justement a mis l'enfant au cœur du problème. Il ne s'est pas attaché au fait de savoir si c'était, parce qu'il y a évidemment tout le débat que je n'ignore absolument pas sur la question de savoir si c'est un lieu privé ou un lieu public, si c'est une mission de service public ou si on gère un service public. Tout ça existe, est important. Mais on peut l'envisager de manière différente en disant ce sont des enfants qui sont accueillis collectivement. Est-il possible pour ces enfants, est-il possible pour une association ou toute autre organisation qui accueille des enfants collectivement de mettre en avant la neutralité religieuse, autrement dit, quel que soit le mode juridique de l'association, peut-on y appliquer les restrictions qui existent dans la loi? Il n'y a pas à les inventer, elles existent dans la loi, mais peut-on les appliquer à ce genre de lieu? Donc, il a été répondu oui, on peut les appliquer. Oui, le règlement n'a pas à être plus précis qu'il n'est, parce qu'on a reproché par ailleurs à ce règlement de ne pas être assez précis. Et le juge Faletti a dit non, le règlement n'a pas à être précis, c'est les missions qui doivent être précises. Alors, les missions sont évidemment très précises, on ne peut pas mettre dans le règlement, il faut vous laver les mains, machin, etc. Non, le règlement doit être général et les missions doivent être précises. Bref, nous avons dans la loi toutes les possibilités pour que justement ça soit possible, c'est-à-dire qu'une crèche privée, associative, puisse imposer les restrictions prévues par la loi pour l'expression disons pour le port des signes religieux et l'expression des signes, des opinions politiques. Encore faudrait-il que cela puisse être confirmé pour que à chaque fois qu'une association privée mette ça dans son règlement, elle ne puisse pas être attaquée par la loi, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas à chaque fois revenir devant le juge pour savoir si ça sera possible ou pas. Donc évidemment, c'est devenu tout à fait emblématique d'autres situations fréquentes. On connaît le cas, enfin moi j'avais déjà vécu le cas des assistantes maternelles qui portent le voile. Est-ce un problème ou pas? On peut poser la question et se demander si c'est un problème. Et quand on dit il n'y a pas de problème avec la laïcité en France, on évite de poser un problème, alors qu'un problème, c'est intéressant de le poser pour pouvoir en débattre et essayer de trouver des solutions. Si on dit il n'y a pas de problème, on ne peut même pas en débattre. Donc je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a des problèmes sans pour autant je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer ces problèmes, mais reconnaître qu'il y a un problème permet, avec des gens de bonne volonté, d'en discuter et de trouver éventuellement les moyens de les résoudre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Caroline Eliachev. Je vais passer la parole maintenant à Moussa Alem, que je vais présenter auparavant. Je parle sous son contrôle, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Moussa Alem, vous êtes chargé de mission à la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de la région Nord. À ce titre, vous encadrez l'action des associations qui interviennent auprès de la jeunesse dans la région et vous avez été amené à vous interroger sur la désaffection des jeunes filles qui sont très peu nombreuses à profiter des activités offertes par ces associations. Vous avez fait le constat que si la mixité est effective dans les groupes de jeunes,
la parité et l'égalité ne sont pas encore au rendez-vous. Ce phénomène se retrouve dans d'autres régions en France, c'est pourquoi votre expérience est emblématique. Et là, votre témoignage sur les actions que vous avez entreprises et celles que vous pensez entreprendre nous est effectivement très précieux. Merci beaucoup, Martine Serf. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie les deux associations organisatrices de cette journée, à laquelle j'ai hésité pour venir. Tu te souviens, je t'avais appelé, je t'ai dit, bon, d'abord, il y a un agenda très chargé, parce que nous sommes sur, et j'y reviendrai après, sur la refonte de la politique de la ville et de l'intégration, puisque ces sujets sont très présents dans les débats qu'on a depuis ce matin. Je remercie aussi évidemment les intervenantes et intervenantes ce matin et de cet après-midi. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas très, très intéressant. J'ai apporté quelques outils avec moi, je vais vous en parler. Alors, je ne vous les donnerai pas parce qu'il y en a un que j'ai promis à Abdenour Bidar, ici présent, de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, mais il y a les versions électroniques. Alors, en venant ce matin, j'ai écouté France Inter, et j'ai entendu une information qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui m'a parlé, puisque nous, c'est cet angle-là qu'on a choisi en tout cas. Apparemment, il y a une étude qui vient de sortir, il y a une étude qui vient de sortir et qui montre que 6% des rues de France, seulement 6% portent un nom de femme. Vous retrouverez ça dans le journal Le Parisien. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être commencer par ça pour poser le cadre de mon intervention, parce que pour nous, la question de l'égalité, c'est aussi ces mécanismes-là en direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale. Donc pour le Nord-Pas-de-Calais, on a eu, pour tout vous dire, une expérience et qui continue depuis maintenant 7 ans. Et donc j'ai 10 minutes, c'est ça, pour résumer 7 ans de travail. D'abord, la première des choses que je dois vous dire, c'est que nous le sommes toujours, je l'espère, très humbles dans notre intervention, avec les principes que sont ceux de l'État, puisque j'y travaille. Et pour sortir de l'anecdote, très humble et surtout pas culpabilisateur, notre métier, puisqu'il est lié à la question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, ce n'est pas de chercher le méchant ou la méchante, ou celui ou celle qui fait mal, ou celui ou celle qui ne supporterait pas qu'on ne pense pas comme lui. C'est-à-dire qu'on a pris les gens comme ils sont, de manière très pragmatique, et on a travaillé, et c'est ce dont je vais vous parler, avec l'Union régionale des centres sociaux, donc les deux fédérations, Fédération du Nord et Fédération du Pas-de-Calais, parce qu'ils sont venus nous poser une question très simple, qu'on n'a pas voulu évacuer, mais on leur a proposé un autre angle d'entrée. Ils sont venus nous dire, voilà, nous sommes l'éducation populaire, avec toute l'histoire de l'éducation populaire que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, on a un problème parce que, voilà, les femmes viennent, elles sont voilées au centre social, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Dites-nous comment faire. On leur a dit que pour nous, vous pardonnerez madame, mais on leur a dit que pour nous, ce n'était pas le problème. Alors ça ne veut pas dire que la laïcité n'est pas questionnée en tout cas, et voire plus dans ce pays, évidemment, mais on n'a vraiment pas voulu rentrer à travers cet angle-là parce qu'on s'est dit c'est trop clivant. C'était en 2005-2006, les premières discussions juste après la loi sur les signes ostentatoires, donc on s'est dit c'est piégeant. Et si on rentre à travers cet angle-là, on ne va pas les embarquer avec nous sur les questions de l'égalité, parce que nous étions sûrs que c'était les questions de l'égalité qui étaient prégnantes. Et on a fait un pari, on leur a dit, écoutez, vous êtes dans le Nord, 123 centres sociaux, on va en regarder 19 pour avoir un échantillon à peu près, qui parle en tout cas, et au bout de cette enquête que j'ai ici, mais que je pourrais vous envoyer par mail, ou en tout cas l'envoyer aux associations organisatrices qui vous transmettront, les centres sociaux à l'épreuve de l'égalité. Et ce document, il dit plusieurs choses. Il dit au moins l'essentiel que je vais vous livrer, et je mets en partage. En fait, dans un centre social, mais dans d'autres associations, et pas uniquement le public accueilli, on parle aussi, parce qu'on a regardé aussi les instances dirigeantes des associations, et on s'est aperçu, mais ça vaut aussi pour les entreprises, parce qu'on a travaillé notamment avec la ville de Valenciennes sur l'accueil du public, avec les agents, avec d'autres agents de l'État sur ce sujet, des collectivités en tout cas, et on s'est aperçu que dans une association, quelle qu'elle soit, en général, quand vous entrez, que vous regardez, évidemment, il y a de la diversité, il y a des hommes, des femmes, etc. Et plus vous montez, et plus ça parle. Parce qu'on a regardé à la fois, pour nous, l'égalité, en tout cas ce qu'on appelle la mixité égalitaire, j'en dirai un mot après, puisque c'est comme ça qu'on a appelé notre action. Eh bien, les organigrammes, ça parle.
L'égalité, ce n'est pas uniquement la photo de famille, là où effectivement il y aurait de la parité, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas forcément égalité parce que simplement il y a parité, ou il y aurait mixité parce que simplement il y a parité. Quand on regarde les organigrammes, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'est toujours les hommes qui sont aux meilleures places. Alors c'est très compliqué de parler, pour l'homme que je suis, de parler de la question égalité homme-femme, parce que je pense que si la question les premières concernées sont celles qui sont à la meilleure place, et donc on s'est entouré évidemment de femmes, d'associations, d'associations féministes aussi qui nous ont accompagnés. On a travaillé avec le Conseil général, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, donc il y a beaucoup de partenaires, la DRDFE par exemple, la Délégation régionale des droits des femmes et pour l'égalité. Et donc c'est de ça qu'on s'est aperçu. On s'est aperçu qu'on devait absolument regarder les mécanismes, et c'est cela le ressort des discriminations. Elles sont systémiques, c'est ça qu'on a regardé. Évidemment, se sont posés d'autres sujets, la question du racisme, qui est pour nous une discrimination directe, pour ça il y a la loi, et même les discriminations d'ailleurs, c'est un délit, enfin, je le rappelle juste au passage. Et voilà de quoi on est parti, et donc du coup ils nous ont dit, bah oui c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais finalement comment fait-on? Donc on leur a dit, écoutez, nous ce qu'on propose ce sont des plans de lutte territoriaux basés sur le volontariat. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette proposition-là, mais on l'a fait comme ça. Je voulais vraiment que tous soient embarqués dans cette question, d'abord parce que l'État a soutenu évidemment financièrement d'abord, et puis je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, autant former tout le monde, former les équipes d'abord avant de regarder comment accueillir ou pas les publics en fonction des questions qui se posaient à l'époque et qui se posent d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, plusieurs territoires ont été intégrés à la démarche. Bon, évidemment, pas ceux qu'on croit. La ville de Roubaix, par exemple, alors qu'elle était en avant-garde sur les questions de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, n'est pas venue, enfin les centres sociaux, je parle des centres sociaux évidemment, bien que la ville de Roubaix ait d'autres programmes par ailleurs et d'autres villes avoisinantes. Et on a eu des territoires comme le Cambrésis, par exemple, comme le Dunkerquois. On a eu des centres sociaux du versant nord-est de la métropole, c'est-à-dire Waterloo, Ouascal. Valenciennes vient de nous rejoindre dans la démarche, Lille aussi, et donc ça fait 7 ans qu'on mène cette action avec, je vous l'ai dit, pour l'historique en tout cas, un questionnement d'abord de l'Union régionale des centres sociaux, sur d'abord un regard sur nos fonctionnements, avant de regarder comment fonctionne l'accueil des publics. Et d'ailleurs, lorsque tu es venu ensuite, là, cette année, pour le travail qu'on a mené avec la direction départementale de la cohésion sociale, c'est parce que le même type de questions se posait lors de contrôles que nous effectuons sur les associations que l'État soutient. On s'est aperçu que c'est mes collègues de la direction départementale qui m'ont dit, voilà, on y est allé et tout était fermé. Bon. Et en travaillant, on s'est rendu compte que d'abord, c'était pendant le ramadan de l'année dernière, donc c'était au mois de juillet, et que donc, voilà, il fallait que l'action sociale d'intervention, notamment sur les loisirs des jeunes, les programmes qu'on appelle Ville Vie Vacances, etc., puissent profiter à tous les jeunes, ramadan ou pas ramadan. Alors qu'il y en ait qui respectent le ramadan ou pas, ce n'était pas notre sujet à nous en tant qu'État, mais nous soutenons des associations. Il n'y a rien de plus normal qu'elles ouvrent l'accueil, et en tout cas qu'elles accueillent toute la population. Et on a travaillé, on a fait un colloque avec EGAL. On va recommencer d'ailleurs bientôt, puisqu'il y a 2 ateliers qui sont nés de ce travail, notamment un atelier sur femmes et laïcité. On travaillera aussi avec la ville de Tourcoing, dont je salue Nordine Bouraba, qui est ici présent, chargée de mission sur ces sujets-là. Voilà un peu pour l'historique. Évidemment, d'autres questions se sont posées. Tu en as parlé tout à l'heure. Le fait que les filles fréquentent très peu les activités. Alors, tout a été dit, je vous passe les clichés du type « Ah, mais les garçons, dès qu'ils ont 13-14 ans, ils ne pensent juste qu'à draguer les filles, etc. Les filles, elles les trouvent un peu reloues, donc elles ne viennent pas, etc. » Et donc nous, on a questionné les filles. Effectivement, il y avait de ça, mais il n'y avait pas que ça. Parce que derrière, il y avait la question nous a-t-on dit, les grands frères, ils ne laissent pas sortir, ou la mère ne veut pas que sa fille traîne au centre social, etc. Mais ce qui a été révélé, en tout cas, moi je vous parle vraiment de l'expérience que j'ai vécue dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça peut être autre chose ailleurs. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que ça doit être décliné sur toute la France et que c'est comme ça que ça se passe partout. Moi, je vous parle de cette expérience en quartier populaire, parce que mes missions, en tout cas, sont menées là. Vous connaissez certainement la politique de la ville. Et donc, on est sur des
des quartiers dits prioritaires. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les filles nous ont d'abord parlé de l'offre et de la demande, finalement, des offres d'activités. C'est-à-dire que les centres sociaux ou d'autres associations considéraient et proposaient des activités aux garçons comme aux filles, mais sans se rendre compte qu'il fallait d'abord travailler avant avec les filles, ensuite travailler avant avec les garçons, pour ensuite mixer le tout. La question, ce n'était pas de dire qu'il fallait ségréguer les filles et les garçons, ne pas les faire travailler ensemble, mais on leur a dit, écoutez, la parole des premières concernées et des premiers concernés, parfois elle est importante, faites travailler d'abord les garçons ensemble, entre garçons, ensuite les filles entre filles, et ensuite mixer les groupes. C'est ce qu'on a fait, et sincèrement, c'est une réussite, d'autant plus qu'à travers cette action, la deuxième, donc la mixité égalitaire, qui est en cours, on vient de rendre le travail et tu y as assisté, donc on s'est rendu compte qu'on a évacué du coup toutes les questions liées au port du voile, à la religiosité supposée ou avérée. Voilà, c'est pas ça en tout cas qui ressortait en premier. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Très clairement. Moi, j'ai entendu ce que vous disiez ce matin. Je ne suis pas non plus hors sol. Je sais ce qui se vit aussi dans les quartiers populaires. Je sais quelles forces sont à l'œuvre aussi. Donc, mon propos n'est pas de vous dire, mesdames et messieurs, je vais vous vendre un rêve, une situation que vous ne connaissez pas, et dans le Pas-de-Calais, on est les meilleurs. Pas du tout. On est parti du terrain, nous, et de la parole des premiers concernés, notamment des habitants des quartiers dans lesquels on a travaillé. Donc en phase 1, on a d'abord regardé les organigrammes des centres sociaux, comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs propositions d'action, par exemple. On les a questionnés. Pourquoi dans le secteur animation petite enfance, il n'y a que des animatrices ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix possible. C'est-à-dire que quand ils faisaient une offre d'emploi en disant « nous cherchons quelqu'un pour la petite enfance », c'était forcément une jeune femme diplômée, etc. Parce qu'on considérait, pour des tas de raisons, que c'était plutôt le métier des femmes et pas le métier des hommes aussi. Voilà, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur, par exemple, puisque je parlais tout à l'heure de lutte contre les discriminations, on a travaillé aussi à ce que les partenaires des centres sociaux, en l'occurrence puisqu'il s'agit d'eux, soient embarqués. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec la CAF aussi, parce que l'idée, quand on travaille sur ces questions-là, c'est pas de travailler uniquement sur une personne, par exemple, parce que l'effet pervers, c'est que vous allez la frustrer, vous la formez ensuite, elle va parler à ses collègues qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit, et donc du coup, ce sera pire que mieux. Donc du coup, on leur a dit, il faut former les systèmes. Et donc du coup, on travaille avec la CAF, évidemment, on travaille avec les sous-préfectures, on travaille avec tous les partenaires des centres sociaux. Quand je parlais du conseil général, je visais plutôt au moins les clubs de prévention, par exemple, puisqu'ils interviennent aussi sur la prévention de la délinquance, sur les violences. On a parlé ce matin de femmes battues, mais en France aussi, il y a des violences faites aux femmes, et notamment les violences avec l'éducation nationale. On travaille, par exemple, là je vous montre en avant-première une maquette d'une action qui est menée de façon expérimentale en Rhône-Alpes avec l'association Le Moutard. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Vous regardez sur le net, Le Moutard, et ils ont fait pas mal d'outils. Et donc là, on a une exposition qui s'appelle « Égalité filles-garçons, parlons-en ». Elle est en expérimentation en Rhône-Alpes, et je rencontre Frédéric Touché, donc le directeur, demain, pour voir si on peut évidemment l'étendre dans d'autres régions, notamment le Nord-Pas-de-Calais. Un autre outil, avec l'association Le Moutard, sont des expositions en fait créées par l'association, comme il existe d'autres associations qui font ce genre d'outils évidemment, et on travaille avec l'éducation nationale à partir de ce genre de documents. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, 3 minutes, 4 ? Une minute. Donc, je vais essayer d'être très bref en disant que l'objectif c'était d'assurer une mixité égalitaire, mais pas seulement, mais de penser, de construire en tout cas une réelle mixité égalitaire à la fois dans les actions mais aussi dans les équipes qui les mènent. Et puis on est là sur des plans de lutte territoriaux, plans de lutte stratégiques territoriaux, avec quand même des résultats probants, puisque j'espère que la CAF voudra, puisque l'idée, c'est que finalement, la question des discriminations dans les centres sociaux, mais dans d'autres associations, la question de l'égalité aussi, soit inscrite dans les projets de façon globale. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas juste une thématique du centre social ou de l'association, mais qu'elle soit transverse, j'aime pas non plus, parce que c'est la meilleure façon de diluer, qu'elle soit inscrite comme étant une démarche intégrée dans le projet de la structure. C'est d'ailleurs aussi le cadre de référence pour la nouvelle contractualisation de l'État avec les agglos pour la future contractualisation politique-ville. On parle de démarche
intégrée. Je sais que tout ça, c'est des grands mots, et je répondrai avec plaisir à vos questions, sans oublier de vous dire, en tout cas, encore une fois, que c'est une expérience parmi d'autres. On part de très très loin. On essaie d'articuler en tout cas ces sujets, notamment dans une autre région qui est le sud des départements du Nord, avec les choix professionnels diversifiés pour les garçons et pour les filles. J'ai un autre document, mais celui-là, je ne vous le remettrai pas, c'est l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône, qui est partie de très très loin. Moi, je me souviens être intervenu, et je terminerai là-dessus, donc dans les Bouches-du-Rhône, où la présidente de cette association disait « Moi, il est hors de question qu'effectivement on négocie sur la question de la laïcité, etc. » Ce qui peut s'entendre, hein, évidemment. Et donc, quand on lui a parlé de formation, de former ses équipes, etc., c'est ce qu'ils ont fait. Et ils viennent de sortir un guide pratique à l'usage, justement, à la fois des salariés des centres sociaux du Bouches-du-Rhône, mais aussi des bénévoles, des gens, des hommes, des femmes qui sont dans les conseils d'administration. Merci de votre attention. Merci Moussa Alem. Françoise Brié, je vais vous passer la parole, mais vous présenter en quelques mots. Vous dirigez l'association L'Escale, qui depuis 1992 accueille et héberge des femmes victimes de violences. Vous êtes également vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe depuis 20 ans des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, et qui est évidemment une question d'actualité dont je suppose vous allez nous parler. La FNSF rassemble donc 65 associations qui accueillent, accompagnent, hébergent les femmes victimes de violences et gère depuis 15 ans le téléphone 3919. C'est un service national d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales. Vous êtes également membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rattaché au Premier ministre, et je pense que vous allez nous donner un aperçu des principaux chantiers en matière d'égalité hommes-femmes. Oui, merci à EGAL et à la FEM de nous avoir invités, au Sénat également. Donc moi, je lis un peu, je suis désolée. Je voulais simplement dire que, d'abord, je voudrais commencer par la question aussi des associations force de proposition. La Fédération nationale Solidarité Femmes et d'autres associations féministes ont toujours été, sur le plan législatif, moteurs, à la fois pour impulser des enquêtes nationales, mais aussi sur le plan législatif. Et je dis ça parce qu'en tant que vice-présidente de Solidarité Femmes, et comme de nombreuses associations qui se revendiquent des valeurs féministes, nous avons regardé avec inquiétude ce qui s'est passé dans certains pays européens, donc l'Espagne, avec la proposition de loi qui limite drastiquement l'IVG. Alors, on est tout à fait conscient de dire que pour faire progresser les droits fondamentaux, le dialogue avec l'État et les institutions est évidemment essentiel. Mais il y a aussi un chantier, moi, qui me semble extrêmement important, c'est du maintien et du développement des réseaux et d'associations engagées dans la défense des droits des femmes partout en France, mais aussi en Europe. Ça a été dit tout à l'heure. Bon, il y a plusieurs enquêtes qui le montrent, que la mobilisation d'une société civile féministe indépendante sur le plan national et international est essentielle pour la réussite des politiques concernant l'égalité, le droit à disposer de son corps, la lutte contre les violences est un des indicateurs de réussite des politiques publiques en matière d'égalité. Donc c'est vrai que dans un contexte de crise économique en Europe, les associations, nous devons redoubler d'efforts et les moyens alloués à cette politique en faveur de l'égalité doivent évidemment suivre et progresser. Je dis ça parce que j'étais à une conférence européenne il y a quelque temps et que j'ai entendu mes collègues espagnols et chypriotes indiquer combien la baisse drastique des enveloppes budgétaires consacrées à la fois aux politiques d'égalité et de genre et concernant la contraception et l'IVG et la lutte contre les violences faites aux femmes les avait laminés. Donc en France, c'est vrai qu'on a un budget qui a un peu augmenté après une forte baisse en 2011. Mais voilà, on reste effectivement vigilante à la fois ici, mais en Europe. Solidarité Femmes est membre de plusieurs réseaux associatifs en France et on partage évidemment avec des principes communs qui sont l'engagement universaliste, puisque les droits des femmes sont évidemment humains, indivisibles et universels,
comme l'a reconnu la Convention de Vienne en 1994, la défense de l'égalité, y compris dans la Constitution, l'attachement à la laïcité et la sécularisation du droit. Je pense que ce sont des sujets que vous avez abordés ce matin. Donc pour nous, effectivement, au regard de nos référents, il n'est pas possible d'admettre ni le relativisme religieux, ni tous les actes de violence résultant des intégrismes et obscurantismes culturels. Je fais le lien avec les mariages forcés, les crimes d'honneur, mais aussi toutes les violences qui touchent tous les milieux socio-économiques et toutes les cultures au regard des inégalités femmes-hommes. Donc en France, on a obtenu un ministère des droits des femmes. Il y a également un comité interministériel aux droits des femmes, les plans triennaux de lutte contre les violences, un service aux droits des femmes et à l'égalité, une mission interministérielle pour la protection des femmes en danger et la lutte contre la traite des êtres humains, qui ont été mis en place pour améliorer la lutte contre les inégalités. Donc je vais aussi m'appuyer sur un peu les travaux qu'on mène actuellement au sein du Haut Conseil à l'égalité, qui contribue à l'évaluation des politiques publiques concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, qui formule des recommandations, des avis et propose des réformes. Donc il anime ce Haut Conseil à l'égalité 5 commissions, une commission violence de genre, une commission relative à la lutte contre les stéréotypes sexistes et à la répartition des rôles sociaux, une commission droits des femmes et enjeux internationaux et européens, une commission parité en matière politique, administrative, dans la vie économique et sociale, et enfin une commission santé, droits sexuels et reproductifs. Et autour de ces 5 commissions, il y a plusieurs groupes de travail, dont un groupe sur l'égalité territoriale, donc, qui s'intéresse plus particulièrement aux inégalités envers les femmes dans les quartiers politiques de la ville et dans les zones rurales isolées. Ainsi, on a pu étudier un certain nombre de rapports qui montrent que, par exemple, en matière de moyens, la question des activités destinées aux filles ou à la mixité sont évidemment sous-dotées comparées à d'autres activités, en particulier des activités sportives où les filles sont pratiquement totalement exclues. Alors c'est vrai qu'on a noté effectivement aussi qu'au niveau des noms des rues, on est voilà, tous ces symboles effectivement qui pourraient être travaillés au niveau des villes, et puis dans les zones rurales isolées, voilà la situation des femmes aussi à laquelle on mérite vraiment de s'intéresser. Donc tous ces travaux sont évidemment étroitement liés et l'exposition aux violences qui est majeure dans les sociétés où les rôles sont strictement définis et où perdurent les inégalités femmes-hommes. Donc le Haut Conseil il a émis des avis, des rapports, des contributions qui portent sur le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, sur la réforme du droit d'asile, sur les projets de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec des mandats nationaux et européens, sur l'accès IVG, sur la politique publique de coopération et de solidarité internationale, notamment la nouvelle stratégie genre et développement. Il n'a pas été saisi formellement sur la future loi sur l'aide au développement, mais il suit évidemment les travaux très attentivement. Donc sur la question des violences, simplement pour dire qu'on voilà, on a commencé sur le plan législatif à avoir des améliorations dans les années 90. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, ce n'est pas des avancées récentes, très anciennes plutôt. Et la première rupture symbolique a été d'inverser les responsabilités, de considérer que les violences dans la sphère privée ne sont plus couvertes par les circonstances atténuantes, mais aggravantes. Ce sont des lois qui ont été votées en 92, entrées en vigueur en 94, et avec d'autres évolutions qui ont suivi. Donc les violences envers les femmes deviennent ainsi progressivement des infractions délictuelles et criminelles. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler, c'est les stéréotypes sexistes qui persistent dans le droit. Le droit s'est construit aussi sur des stéréotypes sexistes. Et les institutions, y compris judiciaires, policières, voilà, amènent aussi à des réponses parfois compliquées pour les femmes victimes de violences, avec des résultats très décevants. Je pense par exemple à la correctionnalisation du viol, avec une responsabilisation et une culpabilisation des femmes. On ne peut pas s'étonner, simplement aujourd'hui, on n'a encore que moins de 20% de femmes qui portent plainte et aussi peu qui en parlent à des professionnels de santé. Donc lorsqu'on analyse les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, ce qui pose problème, c'est le manque de positionnement commun et clair des intervenants sur les inégalités femmes-hommes et les violences, d'où l'importance de la formation des professionnels. Ce n'est pas seulement de traiter médicalement les auteurs
et les victimes, je dirais, mais évidemment de travailler aussi avec les professionnels sur la construction et la déconstruction de leurs propres stéréotypes concernant les inégalités femmes-hommes. La disparité dans l'application des lois et dans la coordination, le manque de sécurité des femmes et des enfants dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. Et là, je pense aussi que, avec le débat qu'il y a eu sur la résidence alternée, on est aussi en face, je pense, de comment les familles monoparentales, et en particulier les femmes, sont discriminées et comment on leur rejette sans arrêt la responsabilité du mal-être des enfants, des adolescents, etc. Et comment l'exercice de l'autorité parentale devient aujourd'hui un moyen de contrôler les femmes, en particulier par les auteurs de violences. Je pense à cet amendement qui est passé à un moment donné et qui finalement va se retourner contre les femmes. Il y a des études canadiennes qui ont très bien décrit comment un certain nombre de questions sur l'exercice de l'autorité parentale se retournent contre les femmes, d'ailleurs en aggravant parfois leur précarité. Aussi au peu de professionnels dédiés expérimentés au sein de chaque institution. Les violences s'inscrivent dans un contexte, une histoire collective, une construction sociale, et donc l'importance de la déconstruction des stéréotypes sexistes auprès des jeunes, scolarisés ou non, vous en avez parlé. Je pense que ça aussi, c'est un des chantiers du Haut Conseil à l'égalité. C'est aussi la question des médias et comment on transmet aussi au public une culture commune de l'égalité et comment on introduit ces questions dans toutes les formations de base des professionnels concernés. Donc il y a d'autres problèmes d'égalité, les freins puissants qui se heurtent dans les rôles traditionnels, encore vécus en France, comme le montrent les études de l'INSEE sur le partage des tâches et sur les enquêtes emploi du temps. La conséquence de la crise économique et des inégalités salariales qui accroissent la vulnérabilité des femmes en France. Les femmes sont davantage affectées par le sous-emploi, sur les questions du temps partiel, ça, je suppose que vous en avez aussi déjà parlé. La suppression des postes de fonctionnaires, puisque les femmes représentent plus de 60% de la fonction publique française. Et donc, chaque fois que le filet social recule, on voit que les droits réels des femmes et de l'égalité reculent. La réforme des retraites, qui a touché aussi particulièrement les femmes, du fait des carrières professionnelles discontinues et des différences salariales. Et puis le nombre de femmes qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, qui est supérieur à celui des hommes, 4,7 millions contre 3,9 millions en 2010. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Et dans les enquêtes que nous on a menées auprès des femmes victimes de violences, on s'aperçoit que les femmes les plus exposées à la violence en France sont les femmes étrangères, qui n'ont pas de relais familiaux ou sociaux, ayant des ressources inférieures à 800 €, ou des femmes en situation de handicap. Cette précarisation de la situation due à la crise économique empêche les femmes de sortir de la violence au plus tôt par manque de ressources, de logement, en raison de la charge de leurs enfants. Et il en résulte un cumul de violences, prostitution, violences sexuelles, etc. Donc les avancées législatives avancent en ce moment. Donc on avait eu déjà la loi de juillet 2010 contre les violences, le projet d'égalité qui aborde de façon transversale, dans un même texte, les questions de l'égalité professionnelle, de la parité, de la protection du droit des femmes et de l'IVG, et des violences. Donc, contrairement à l'Espagne qui prévoit de limiter l'IVG, donc le nouveau projet de loi étend le délit d'entrave à l'IVG et supprime la notion de situation de détresse, puisque le remboursement pour toutes les femmes mineures et majeures a été voté hier à l'Assemblée nationale. On a quand même des difficultés dans l'accès à l'IVG en ce qui concerne l'offre de soins qui ne permet pas aujourd'hui un accès rapide et de proximité à l'IVG. En ce qui concerne la situation des femmes étrangères en France, on est évidemment aussi particulièrement préoccupé. On a besoin encore d'avancées législatives en ce qui concerne le droit d'asile et l'obtention des titres de séjour en cas de violence. Enfin, je voudrais juste souligner, pour terminer, que de nombreux pays dans le Sud, des organisations de femmes se battent dans le même sens que nous pour la laïcité et l'égalité. Donc ça, c'était les débats de ce matin. Tunisie, Maroc, Syrie, Mali. Pas Syrie, oui, je ne sais pas pourquoi. Je dis Mali, RDC, excusez-moi, parce que la situation des femmes syriennes est évidemment plus que dramatique. Et d'ailleurs, à ce sujet, voilà, je pense que vous avez peut-être parlé des rapports dans les camps de réfugiés et de tout ce qui peut se passer aussi, qui est peu pris en compte au niveau international sur les femmes et sur les violations de leurs droits. Des avancées législatives ou constitutionnelles qui sont à saluer dans un certain nombre de pays et qui sont devenues paritaires. Nous ne sommes pas encore à la parité en France.
Voilà, je voulais juste dire dernièrement que la France va ratifier la Convention d'Istanbul. Et donc, pour que cette convention s'applique à un maximum de pays, il faut qu'elle soit ratifiée par un plus grand nombre de pays en Europe. Et donc, voilà, on ne peut qu'inciter les pays qui n'ont pas ratifié cette convention à le faire. Voilà. Et enfin, moi, je voudrais juste rappeler la montée des mouvements masculinistes en Europe, qui nous posent quand même des difficultés concernant la question de la parentalité, j'en ai parlé, et puis de tous ces groupes sur les pro-vie, sur la question du droit à l'avortement, voilà, pour lesquels on est évidemment très mobilisés. Et enfin, le dernier projet de loi sur lequel on va aussi rester vigilante, c'est celui sur la prostitution, qui reste encore à obtenir au courant de l'année 2014. Voilà, merci. Merci Madame Brier. Je vais passer la parole à Jean-Paul Delahaye, après l'avoir présenté. Jean-Paul Delahaye était professeur associé à l'université Paris 5 René Descartes, où il a enseigné l'histoire des politiques scolaires. Il a été inspecteur général et a conseillé 2 ministres de l'Éducation, Jacques Lang et Vincent Peillon. Et il dirige maintenant l'enseignement primaire au ministère de l'Éducation, la DGESCO. C'est pas scolaire, pardon. Excusez-moi, c'est une erreur. Le collège était dedans, bien entendu, tout. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Le collège unique pour quoi faire, effectivement, en 2012. J'ajoute que vous avez également contribué au dictionnaire de la laïcité dans les articles sur l'école laïque et son histoire. À la rentrée 2013, au grand plaisir des associations laïques dont nous faisions partie, vous avez mis en place la charte de la laïcité à l'école, dont vous allez maintenant nous parler. Merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir invité un représentant du ministère de l'Éducation nationale, et je remercie évidemment mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs de l'avoir fait. J'aurais pu, en vous écoutant, je suis arrivé il y a un petit moment en avance là, j'aurais pu effectivement, en vous écoutant, vous parler en général de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, puisque cette loi du 8 juillet 2013 porte finalement à un haut niveau de normes dans le code de l'éducation, le refus des discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'égalité entre les filles et les garçons. J'aurais pu vous parler de la magnifique expérimentation conduite actuellement par plusieurs centaines d'enseignants de maternelle, d'élémentaire, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ABC de l'égalité, avec un matériel pédagogique, beaucoup de ressources, précisément pour très tôt dans la scolarité faire en sorte qu'il y ait ce travail d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons, la lutte contre les stéréotypes, etc. Mais effectivement, le ministère de l'Éducation nationale a souhaité prendre sa part ou des chantiers d'ailleurs de l'égalité et la laïcité en France, en élaborant une charte de la laïcité à l'école, qui renouvelle la pédagogie de la laïcité dans notre institution scolaire. Cette charte de la laïcité, c'est d'abord une volonté politique, celle du ministre Vincent Peillon. C'est aussi le fruit d'un long travail qui a finalement pris appui sur quantité d'autres travaux, notamment ceux conduits par le Haut Conseil à l'intégration, et j'ai plaisir à saluer dans cette salle Alain Sexic, Jean-Louis Auduc. Travail également fourni dans vraiment un texte d'une très grande qualité par Abdenour Bidar, qui est également dans la salle, qui travaille effectivement maintenant à la DGESCO et qui a fait un texte qui s'intitule « Pédagogie de la laïcité » que vous pouvez trouver évidemment sur le site internet du ministère, sur le site EduScol. Alors, je vais vous dire quelques mots, vous présenter quelques articles de cette charte qui est affichée maintenant dans toutes les écoles, tous les collèges et les lycées. J'en ai amené quelques exemplaires, ils sont ici, mais parce que j'ai été enseignant, je sais qu'il ne faut pas que je vous distribue maintenant le document, parce que vous ne m'écouterez plus. Donc, soyez sages quelques instants. Il y a une pile, il y a un nombre très important ici. Si jamais il n'y en avait pas assez,
C'est sur le site internet, vous pouvez sans difficulté vous procurer ce texte. Cette charte, justement, a parmi ses axes pédagogiques les plus forts cette volonté, cette finalité de montrer la solidarité profonde entre laïcité et égalité. Et je vais essayer de donner quelques exemples, et je vous propose de le constater avec moi en jetant un regard rapide précisément sur quelques articles. Il s'agit en fait de faire prendre conscience à nos élèves, vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, mais pour nous ce sont des élèves, leur faire prendre conscience que chacun de nos principes républicains est lié finalement à tous les autres et que la compréhension de chacun est nécessaire à la compréhension et au respect de tous les autres. C'est extrêmement difficile, ça, à faire, mais c'est aussi très important. Je vous rappelle que les enseignants ont aujourd'hui dans leur mission celle de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Partager, pas seulement une inculcation, je vous fais un cours, et puis après, vous apprenez par cœur, et puis vous récitez votre cours. Non, faire partager. Faire partager les valeurs, j'attire juste votre attention, dans une société qui ne donne pas tous les jours l'exemple des valeurs qu'elle nous demande de transmettre. Et on vit, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Antoine Pro, vous connaissez le merveilleux historien de l'éducation Antoine Pro, qui dit que notre société est schizophrène, de ce point de vue. Hein. On demande aux enseignants un certain nombre de choses, et puis on fait radicalement le contraire, ou souvent radicalement le contraire. Donc on peut commencer par l'article 3. L'article 3, alors évidemment je vous fais saliver, mais vous le verrez tout à l'heure. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Alors on a essayé de s'exprimer en termes évidemment les plus simples, les plus justes aussi, parce que les enfants ont droit à l'exactitude, ils n'ont pas le droit à l'à peu près, donc nous sommes très exigeants. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle, donc la laïcité, permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Donc on essaie de s'exprimer simplement, mais vous voyez avec des termes qui sont aussi très, très précis. Et donc finalement, on voit bien d'emblée que le lien entre laïcité et égalité est manifeste. C'est bien en effet l'égalité des libertés de conscience et d'expression, l'égalité des libertés, en matière de conviction religieuse ou d'options existentielles, c'est-à-dire qu'on montre aux enfants qu'on a le droit de croire, de ne pas croire, on a le droit de douter, donc la liberté vraiment des options, et donc c'est ça qui est en jeu et qui est à l'évidence redevable à la laïcité et qui est à l'évidence tributaire aussi de la laïcité. Et donc, pour montrer aux enfants, parce qu'on fait aussi un peu d'histoire évidemment de la laïcité, dans l'article 2, on rappelle évidemment la loi de 1905, avec la séparation des églises et de l'État. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de montrer que dans une république laïque comme la nôtre, cette liberté est possible, cette égalité des libertés d'opinion est possible précisément parce qu'il y a une séparation. Jules Ferry, dont j'ai étudié pas mal de choses. En 1881, il a au Sénat, parce que le débat sur la loi sur la scolarité obligatoire et laïque a été un débat assez long, la loi de 82 a été préparée plusieurs mois à l'avance, il a cette magnifique expression, et il dit aux parlementaires de l'époque, si vous voulez faire la paix entre deux puissances rivales, et il les nomme ces deux puissances rivales, l'État et l'Église, si vous voulez faire la paix entre deux puissances rivales, délimitez-leur de bonnes frontières. Et il insiste, il rajoute, délimitez de bonnes frontières et vous aurez la paix. Donc c'est ce qu'on essaie, évidemment, à notre manière de pédagogue, de montrer aux élèves l'intérêt de cette séparation. J'y reviendrai. On a l'article 4, je vais être très, très rapide, qui affirme, qui énonce une justification supplémentaire, cette solidarité des deux principes, laïcité et égalité. Plus précisément, le bénéfice de la laïcité pour l'égalité. Cet article, donc, je cite, « La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. » Alors ça a l'air d'être c'est très simple à énoncer, c'est un peu plus compliqué, évidemment, à expliquer à nos élèves, mais cet article, il est finalement exemplaire de l'esprit et de l'objectif de la charte de la laïcité à l'école par sa
capacité à mobiliser ensemble, et c'est ça qui évidemment n'est pas facile, pour montrer leur solidarité mutuelle, en quelque sorte, nos principes républicains majeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, et pour montrer nos ambitions pour notre société, une citoyenneté consciente et active, le souci partagé par tous de l'intérêt général. C'est finalement parce qu'il y a un État qui garantit cet équilibre entre égalité et liberté que nous pouvons vivre ensemble. C'est tout ce que nous essayons de dire en expliquant aux enfants ce qu'est l'intérêt général, ce qu'est un intérêt général. Je vais vous dire que c'est un peu compliqué dans une société qui est en fait une somme d'intérêts particuliers. Je reviens à la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure. Donc on a deux principes en fait qui peuvent aujourd'hui nous permettre de nous repérer au milieu de temps de discours confus ou divergents sur la laïcité. La laïcité, c'est un outil au service de l'affirmation et de l'expression de chacun, sans discrimination d'aucune sorte, mais c'est en même temps un outil de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble, de la concorde, un mot un peu compliqué, mais qu'on essaie d'expliquer aussi aux élèves. Et tout ça, ça n'est possible, encore une fois, que s'il y a séparation. Et comme on essaie de faire aussi un peu d'histoire, je nous rappelle collectivement que c'est Condorcet qui, dans un merveilleux texte prononcé à l'Assemblée législative en 1792, a utilisé pour la première fois le verbe « séparer » pour parler de la nécessité de séparer l'éducation religieuse de l'instruction. Séparer le pouvoir civil du pouvoir religieux, le droit civil du droit canon. Et c'est un formidable paradoxe que je vous invite à méditer avec moi de la laïcité. Séparer pour rassembler. C'est un formidable paradoxe. En même temps, c'est la très grande profondeur de cette valeur républicaine essentielle. Alors, il y a un article 8 aussi, je regarde, j'ai encore 3 minutes, voilà. Il y a un article 8, mais je ne vais pas être beaucoup plus long, mais c'est pour vous montrer, en fait, je veux juste vous montrer l'esprit dans lequel on a fait ce texte et en quoi, à mon avis, et on est quand même plusieurs à l'avoir porté, il a une vertu essentiellement pédagogique et profondément donc utile. L'article 8, la laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. Évidemment, dans cette charte, on rappelle également un principe fondamental qui garantit aux élèves qu'ils seront traités avec une stricte égalité. C'est, je cite l'article 11, « Les personnels ont un devoir de stricte neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. » C'est affiché dans toutes les écoles, dans tous les collèges et dans tous les lycées. C'est donc un document pédagogique pour les enfants, les élèves, les adolescents. C'est aussi pour leurs parents qui pénètrent dans l'école. C'est évidemment un outil aussi pour les enseignants, mais tout le monde donc peut lire que les enseignants ont un strict devoir de réserve dès qu'il s'agit de convictions politiques, philosophiques, religieuses. Ce qui garantit aussi que les élèves seront traités à stricte égalité, c'est que non seulement les enseignants ont un devoir de réserve, et donc ça c'est très important, c'est une garantie de protection d'une certaine manière des élèves, mais l'article 12 protège aussi les savoirs, protège aussi les programmes. Et donc on a les enseignements sont laïques, afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Et pour que les choses soient bien claires, on en rajoute, si vous voulez, une ligne supplémentaire. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question ou un programme. C'est l'article 12 de la charte. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais vous voyez bien qu'en abordant la question égalité et laïcité de cette manière, je n'en ai pas encore parlé, mais vous voyez bien en quoi cette valeur qu'est la laïcité est aussi pour nous
un levier très puissant pour garantir qu'au moins dans un établissement scolaire, c'est la moindre des choses, mais dans la société ensuite, si on a bien fait notre travail d'éducateur, il y aura le respect de la stricte égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Et que à aucun prix et sous aucune condition, y compris religieuse, on peut faire en sorte que ce principe-là ne soit pas respecté dans nos établissements scolaires. Donc voilà, j'ai promis de ne pas être plus long, mais je voulais vous mettre en appétit. J'espère que je l'ai fait. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Merci de votre attention. Merci Jean-Paul Delahaye. Je vois manifestement des doigts qui se lèvent. Il y avait une demande de questions aussi au premier rang. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que vous positionnez près du micro. Oui. Il faudrait vous positionner près du micro pour prendre la suite. Oui, est-ce que, puisque je vais être obligé de quitter la salle, je peux juste faire une intervention d'1 minute. Oui. Michel Selig, je suis président du Cercle Condorcet, du Cercle Jean Massé de Metz. Cercle Condorcet, on a évoqué Condorcet tout à l'heure. Et ô combien historique le Cercle Jean Massé, le premier cercle de la Ligue de l'enseignement. Tout absolument. À fait. Et membre du bureau d'Égal. Donc je ne voudrais absolument pas ici entamer un débat ni politique ni juridique avec Jean-Paul Delahaye, mais juste dire un mot pour signaler que, de mon point de vue, je ne suis pas le seul, cette magnifique charte de la laïcité n'est quand même pas très appropriée dans la situation particulière des départements du Rhin et de la Moselle. puisque pour ceux qui l'ignoreraient, deux mots: séparation de l'Église et de l'État, ce sont quand même les ministres des cultes qui sont rémunérés par l'État. Séparation de l'enseignement religieux et de l'enseignement public, ce sont les ministres des cultes ou des personnes validées par eux qui viennent faire l'enseignement religieux dans les écoles publiques, pour lesquelles, si les parents ne veulent pas que leurs enfants subissent, excusez-moi cette expression, j'y tiens, subissent cet enseignement, il faut qu'ils demandent une dispense. Et je passe sur le délit de blasphème qui était illustré tout à l'heure à l'entracte. Voilà, je pense que ce n'est pas un moment de débat de ceci, ça serait beaucoup trop long, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'évoquer cela. Alors, tout de même, je réponds tout de suite, parce que évidemment, vous imaginez bien, à chaque fois, je compte le nombre de minutes qui passera avant qu'on me pose cette question. Donc, voilà, non, mais pardonnez-moi de plaisanter, c'est un sujet évidemment très, très sérieux. Je peux vous dire que cette charte est affichée dans les écoles, dans les collèges et les lycées d'Alsace et Moselle. Qu'il y ait encore de nombreux établissements où ce ne soit pas le cas, c'est vrai. C'est vrai aussi, j'ai vécu en Alsace et je connais bien ce pays, c'est vrai aussi en France de l'intérieur, comme diraient les Alsaciens. Donc nous avons aussi un gros travail à effectuer, je ne le nie pas, pour que cette charte soit le plus possible utilisée. Bon voilà, il y a des textes, c'est le concordat, on ne va pas... Simplement, juste pour vous dire que avec les autorités académiques, nous travaillons, et qu'il y a, en accord d'ailleurs avec la plupart des partenaires, un petit bouger qui s'opère au sens où aujourd'hui, il y a possibilité d'inscription et non pas de demande de dérogation. Donc il y a des documents qui ont été petit à petit élaborés, modifiés. Je ne dis pas que c'est parfait, mais nous sommes dans le cadre, nous sommes des légalistes, nous respectons la loi, et tant que le concordat est là, voilà. Bon, voilà, très bien. Ils viennent seulement d'être traduits officiellement et publiés au bulletin officiel des 3 départements concernés. Jusqu'à présent, c'est uniquement en allemand. La Cour de cassation, jusqu'il y a peu, ne traitait en dernier ressort les textes concernant l'Alsace-Moselle que dans leur état originel. D'accord. Les langues régionales. C'est le débat d'actualité. J'ai le micro. D'autres questions? Oui. J'ai le micro. Linda Veil-Curiel, je suis avocate et membre de la Ligue du droit international des femmes, qui combat également pour égalité femmes-hommes dans le sport. Alors, ma question est adressée à M. Alem.
comment est-ce que vous défendez la laïcité dans le sport devant l'épidémie de voile qui envahit le sport, alors que l'expression politique et religieuse est interdite et que, par exemple, les footballeurs masculins donc, sont sanctionnés lorsqu'ils l'expriment, soit par le port d'une kippa, soit en soulevant le t-shirt avec la mention « J'appartiens à Jésus »,« I belong to Jesus ». C'était le footballeur Kaka qui faisait cela, et que les fédérations internationales fixent la règle du costume sportif. Pardonnez-moi, madame, mais pour que je sois sûr d'avoir compris la question, quand on parlait du sport, c'est en France ou là, vous avez cité un exemple. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, à ma connaissance, en tout cas dans le sport amateur, puisqu'en tout cas, le sport de haut niveau, même s'il est suivi par notre direction, je vois comme vous à la télévision parfois certains joueurs de football notamment, ou certaines joueuses de football, pas en France en tout cas, mais dans certains pays qui portent le voile. Encore une fois, moi je ne suis pas légitime à répondre à cette question d'ordre, comment vous dire ça, porter le voile ou pas, c'est pas une question à laquelle moi je peux répondre. En revanche, comment on le pratique, comment on fait dans la pratique des choses, quand on est en ce moment en train de faire un travail de terrain avec l'université Paris 8, et pour ne pas la nommer, Haïfa Tili, qui est docteur en sociologie et qui vient nous questionner sur la pratique sportive des jeunes filles. Eh bien là, encore une fois, je parlais tout à l'heure des premiers concernés. Nous, on essaie de sortir d'abord de la question ethnico-religieuse, tout ce qu'on voudra. On les considère d'abord comme des enfants, des jeunes de ce pays qui sont français ou qui sont françaises ou résidentes à part entière. On part d'abord de ce point-là. Si après, il y a effectivement des jeunes qui veulent faire, porter des signes religieux en faisant du sport, évidemment, on travaille la question simplement parce qu'il y a des règlements intérieurs qui interdisent, parfois ne serait-ce que parce que la pratique de certaines activités sportives ne le permettent pas, quand ce sont les fédérations qui l'interdisent. Mais on part d'abord de ce que nous disent les premières concernées, et en l'occurrence, en tout cas, dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas connaissance, en tout cas, de jeunes filles qui voudraient porter le foulard en étant dans un club de foot ou de tennis, les clubs que nous... Non, mais les clubs que nous... Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas, madame. Je vous dis qu'à ma connaissance... Madame, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'à ma connaissance, et je suis les associations de terrain, et je pense notamment à deux d'entre elles, il y a une association sportive de jeunes filles à Roubaix, je les ai déjà vues jouer, elles ne sont pas en burqa sur le terrain, pardon de le dire comme ça, mais c'est pas ça la réalité, ma réalité à moi. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais je ne connais pas, moi, de situation où ça se pose sur le vestimentaire. Maintenant, madame, si vous me dites, oui, mais... puisqu'on en a parlé tout à l'heure, sur le côté nourriture. Là, oui, c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs ou des joueuses ou des sportives et des sportifs qui demandent, par exemple, à ce que la nourriture lors d'activités sportives soit halal ou soit, pour les uns, conforme à leurs prescriptions religieuses, parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui demandent du halal, il y en a d'autres qui demandent d'autres choses. Donc là, oui, ça existe. Mais je n'ai pas vu, moi, en tout cas, si on parle de tenue vestimentaire, pour moi, en tout cas, c'est pas une généralité, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire le contraire. Bien. Une autre question peut-être ? Oui, bonjour. Agnès Perrin, membre d'Égal et formatrice d'enseignants. Donc une question évidemment à Jean-Paul Delahaye. Je vais rebondir sur ce que disait Caroline Eliachev. Il faut faire attention de ne pas faire croire que tout est simple quand les choses sont compliquées. J'apprécie énormément cette charte, j'apprécie aussi beaucoup, vous n'en avez pas parlé, mais le nouveau référentiel de compétences des enseignants. Simplement, en les formant dans les SP depuis bientôt 20 ans, enfin dans les IUFM, etc., je dois dire qu'il y a un paradoxe, et ma question est un peu une question rhétorique, puisque à l'université, il n'y a pas de problème, la laïcité est respectée, alors qu'elle ne doit pas être forcément respectée. On a entendu tout ce discours tout l'été en septembre. Moi, j'ai enseigné à l'IUFM de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, à des étudiants voilés, à des étudiantes qui refusent la mixité scolaire, qui sont devenues enseignantes. Et je m'interroge, une d'elles m'a d'ailleurs écrit au moment de la charte, où la charte est sortie. Moi, j'enseigne dans une école où il y a, école primaire, pratiquement que des musulmans,
je suis musulmane, est-ce que j'ai besoin de parler de cette charte? Et deuxième question, est-ce que mon inspecteur, quand il va venir me titulariser, va me poser des questions? Sa question était là. Donc, ma question, pour faire très très bref, c'est, il y a quand même un gros paradoxe de former des enseignants dans une université qui n'a pas à appliquer la charte de la laïcité, puisque les chartes ne sont pas affichées, ou elles sont affichées à côté de la Maïf, de la MGN et de la cantine. C'est du vécu. Hein. Et deuxième chose, comment allez-vous valider le référentiel de compétences quand vous allez titulariser les enseignants, puisque, si j'ai bien lu les textes du concours, des concours, les enseignants ne sont pas réellement interrogés sur ces questions. Et je termine simplement en disant qu'à 2 mois du concours, j'interroge tous mes groupes, profs d'école, profs de lycée, collège en lettres, donc ils sont quand même les premiers intéressés par cette charte. Et quand je leur demande quelles sont les valeurs de la République qu'ils vont devoir défendre, il faut au moins 10 minutes pour qu'ils me sortent liberté, égalité, fraternité. Et il faut encore une demi-heure d'explication, alors qu'ils ont eu la formation à la laïcité, pour qu'ils me disent que la laïcité a à voir avec ces 3 questions-là. La liberté, par exemple, ils ne voient pas le rapport avec la laïcité, c'est quand même grave. L'égalité, ils la voient, parce qu'il y a l'article 9, je crois, sur la mixité. Voilà, je m'arrête là. Hein, mais donc, des questions précises. Est-ce que le statut des ESP, au regard de la laïcité, va évoluer? Même si on entend dire partout qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Et est-ce que... deuxième question, donc, comment allez-vous titulariser les enseignants? Est-ce que vous allez prendre en compte, c'est le premier élément du référentiel, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Merci. C'est plus celui-là. Oui. À l'évidence, on a du travail. À l'évidence, on a du travail parce qu'il y a beaucoup de confusion. Tant qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas fonctionnaire. Et donc, un étudiant, c'est un étudiant. Il est majeur, généralement. Bon, non mais... C'est un étudiant qui aspire à être fonctionnaire. Ah oui, non mais attendez. Ils aspirent à être fonctionnaires. Je vous prie de laisser répondre, s'il vous plaît. Un étudiant est un étudiant, un fonctionnaire est un fonctionnaire. À partir du moment où un étudiant passe le concours, dans la nouvelle formule maintenant, en fin de M1, il devient fonctionnaire stagiaire. Et bien là, les règles, évidemment, s'appliquent. Et il n'y a strictement aucune discussion possible, aucune possibilité de tergiverser. On est fonctionnaire stagiaire et donc on est astreint à un devoir de réserve. Et que ce stagiaire, il est encore besoin qu'on le forme correctement à ce qu'est le principe de laïcité, c'est manifeste par rapport à ce que vous dites de cette jeune collègue qui, ayant des élèves de confession musulmane dans sa classe et elle-même étant musulmane, se demande si elle doit enseigner la charte de laïcité. Effectivement, là, il y a encore du travail. Hein. Parce que précisément, enfin, je veux dire, dans une république laïque, quand je suis enseignant et que j'entre dans ma classe, ce ne sont pas à des petits musulmans, des petits juifs ou des petits chrétiens que je transmets des connaissances. C'est à des élèves dont je n'ai pas à connaître l'appartenance religieuse. C'est pour ça qu'on a fait la loi de 2004, entre parenthèses, pour qu'il n'y ait pas de signe ostensible d'appartenance religieuse. Bon. Et donc, depuis le 19e siècle, depuis les lois Goblet, les enseignants dans notre pays ont un devoir de réserve quand ils enseignent dans l'enseignement public. Et donc là, s'il y a des manquements à ce devoir de réserve, nous sommes suffisamment armés sur le plan réglementaire pour sanctionner. Et je m'inscris en faux dans ce que vous dites sur le concours, parce que précisément dans les épreuves du concours, on vérifie si les postulants à la mission de fonctionnaire, la noble mission de fonctionnaire, ont parfaitement connaissance des obligations qui vont être leurs, de l'honneur qui leur est fait d'entrer dans la fonction publique, et donc de toutes les contraintes qui y sont inhérentes. Et donc, bien entendu, l'obligation d'agir en fonctionnaire de façon éthique, responsable, tout ça est vérifié au moment du concours. Et si, au moment du concours, il y avait pour tel ou tel étudiant la possibilité
tromper le jury en disant je vous dis ça mais finalement je n'en pense rien. Évidemment, dans son année de stage et ensuite dans la suite de sa carrière, évidemment tous les manquements au principe de laïcité seront sanctionnés. Mais il y a, et vous avez raison, un très gros travail à effectuer, et c'est pour ça qu'on le commence dès l'école, parce qu'on voit bien que notre pays a oublié d'enseigner la laïcité. On ne l'a pas enseigné. Comment peut-on aujourd'hui s'étonner de ces graves contresens, de ces erreurs, de cette méconnaissance? On a oublié de l'enseigner. Bon. Et donc, comme on a oublié de l'enseigner, on a finalement fait en sorte que la laïcité puisse être trahie, puisse être mal comprise, puisse être travestie. On l'a affublée de quantité d'adjectifs, ce qui montrait bien qu'on avait perdu le sens de... C'est la République qui est laïque, que la laïcité n'a pas à être définie comme une opinion. Et donc, pour terminer, quand cette enseignante vous dit cela, ça veut dire que dans son esprit, et c'est aussi une grave confusion qu'on essaie de lever chez nos élèves et aussi évidemment chez nos étudiants postulant la fonction d'enseignant, la laïcité, ça n'est pas une option philosophique ou religieuse comme les autres. C'est pas un camp. La laïcité, ça n'est pas un camp. La laïcité, c'est un principe de la République qui permet précisément à toutes les opinions, toutes les convictions de pouvoir vivre ensemble. C'est un piège redoutable. Si on se laisse enfermer dans ce piège qui consiste à dire il y a des laïcs d'un côté et il y a des catholiques, des musulmans, des juifs, ça, on est fichu. C'est la République qui est laïque, ce n'est pas une catégorie de citoyens. Je suis désolée, on va devoir arrêter là le débat pour des raisons d'horaire manifestes. Il faut qu'on tienne notre contrat. Je remercie tous les orateurs, leur investissement et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous allons les applaudir.